Parfait, merci. Et Nicolas, n'hésite pas à m'interrompre donc au cours de la présentation. S'il y a des questions pertinentes, si les questions sont nulles, tu peux les ignorer. Ok, c'est Luc Je qui votera. plaisante. C'est Jean-Michel qui votera. Jean-Michel qui va voter. Il est tout son. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais redonner une présentation que j'ai donnée à JDevCon quelle ville c'était déjà? Je me perds. En tout cas, la dernière Stuttgart. édition. Stuttgart, pardon. Stuttgart en Allemagne au mois de septembre. Donc je m'excuse pour ceux qui ont pu assister à cette présentation déjà. Ça va être du réchauffé. Euh, voilà, par souci de manque de temps, je réutilise les mêmes slides, les mêmes choses, mais évidemment, je vais franciser tout ça avec le moins d'anglicisme possible, mais il y en aura quand même. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une solution que j'utilise moi dans mon entreprise StudioBuds, qui est basée sur le langage de Qt. Qt en anglais, pour ceux qui ne connaissent pas Qt, Qt c'est une des plus grandes entreprises de logiciels au monde. Ils ont un langage qui est basé sur JavaScript et en fait, ils ont un langage de programmation, on va dire, dont le principe de base est d'être complètement cross-platform, donc pour Windows, Linux, même mobile, etc., etc. Alors, une petite présentation de ma personne très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Mais vous voyez, normalement, ça peut... Bon, il veut pas. Alors, attendez, on va passer ça en mode comme ça. Voilà. Moi, j'ai fait mes études en génie électrique informatique à l'université de Sherbrooke au Québec en traitement de signal avancé et neurosciences computationnelles. Je programme LabVIEW depuis près de 20 ans maintenant. Je suis LabVIEW champion, instructeur certifié NI. Je fais partie, comme Olivier, du conseil d'administration du DQMH Consortium. J'ai gagné le titre en 2015 du programmeur LabVIEW le plus rapide du monde. Voilà, sinon dans mes hobbies, je fais de la musique, de la guitare, de la basse, du piano, de la planche à voile. J'aime beaucoup tout ce qui est sport de glisse. LabVIEW fait partie de mes hobbies aussi. Et j'ai créé mon entreprise maintenant en 2007 et je vis en France depuis un peu plus d'un an après avoir passé les 15, presque 16 dernières années au Canada. Voilà, partenaire national instrument, on fait du développement LabVIEW, de la consultation, principalement de la consultation, un petit peu de training, des QMH Trusted Advisor également. StudioBuds a deux produits, dont un, on va dire, qui est un petit peu un best-seller, un BLT for LabVIEW qui existe depuis plus de 12 ans maintenant, qui est toujours un petit peu à ce jour le seul outil de protection par licence d'application LabVIEW. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir une boîte à outils qui permet de gérer vos applications LabVIEW, commerciales ou non, mais en tout cas de les déployer de manière automatisée, de les protéger par licence, de faire le suivi à distance des erreurs, etc. Et puis une petite application aussi pour générer des boutons, des contrôles LabVIEW à partir d'images. Et donc aujourd'hui, je vais revenir au mode présentation, ça sera un peu plus agréable. Je vais vous parler donc de Qt Installer Framework. Donc, comme je disais, c'est la propriété, enfin, en tout cas, c'est développé par Qt Company. Sachez d'ailleurs que c'est un framework open source, hein, le code, alors c'est pas écrit en LabVIEW, hein, mais le code est ouvert, disponible sur un repository Git. Et c'est un framework qui permet la création d'installeurs et de packages, de composants. On pourrait le comparer en fait à NI Package Manager, mais en bien ou en mieux, en tout cas en produit qui marche, quoi. Vous verrez que je suis assez sarcastique vis-à-vis de NI Package Manager. Donc voilà, je sais que c'est quelque chose dont on parle beaucoup ces derniers temps. J'ai un avis assez tranché sur la chose, dont je n'ai pas hésité à faire part à National Instruments à de nombreuses reprises. Voilà, on pourra en parler éventuellement dans la période de questions si vous voulez. Donc l'idée de Qt Installer Framework, c'est de packager en fait une application, des fichiers, des librairies, peu importe, hein, n'importe quelle ressource numérique, dans un installeur
Et en fait, ça permet donc de distribuer son installation, de déployer son installation sur des systèmes à distance. Moi aujourd'hui, j'utilise ces outils depuis de nombreuses années et c'est pas un jouet pour moi, hein. J'utilise ça chez des vrais clients et à ce jour, j'utilise cet outil pour déployer. On parle d'environ un logiciel sur 10 000 systèmes dans le monde. Donc c'est quelque chose qui est voilà que j'ai éprouvé assez intensément. Je vais parler rapidement donc des fonctionnalités principales. Donc, comme je le disais, un support multiplateforme, Windows, Mac et Linux en l'occurrence, ce qui est extrêmement pratique quand vous créez, notamment pour des applications LabVIEW que vous voudriez déployer sur plusieurs systèmes d'exploitation, hein, puisque vous savez que LabVIEW roule encore sur Mac plus pour longtemps, mais en tout cas roule sur Linux et Windows. Donc, Qt Installer Framework se prête bien au déploiement dans ce cas-là. C'est basé sur des fichiers de configuration en XML, donc c'est comme ça un petit peu qu'on définit son package, son composant logiciel qu'on va vouloir déployer et en fait toutes les étapes qu'on va vouloir accomplir pendant l'installation. Alors, si comme moi, vous êtes allergique au langage textuel, rassurez-vous, en fait, moi, j'ai créé des wrappers LabVIEW justement pour tout ça, pour toute la suite Qt Installer Framework qui permet, avec donc des librairies LabVIEW, de générer ces configurations, etc. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et donc, c'est un package manager, hein, à différencier quand même d'un installeur. Un installeur, l'idée, c'est en tout cas, si on compare par exemple, on va faire des comparaisons après, mais si on regarde InnoSetup, vous créez un exe, un setup.exe, ça installe l'application. Vous pouvez désinstaller l'application, mais c'est pas mal tout. Un gestionnaire de paquets, un package manager, vous avez la possibilité d'ajouter des nouveaux packages, des nouveaux composants à votre logiciel, de faire des mises à jour de vos logiciels, de vos composants, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose d'un peu plus complet, on va dire, qu'un simple installeur. Et bon, évidemment, c'est un gestionnaire de paquets, mais il faut quand même installer l'application de base. Donc, ça permet de générer un installeur pour l'installation initiale, on va dire. Et cet installeur, il peut être online, hein, donc c'est-à-dire qu'il va se connecter à un serveur, un repo qui est en ligne pour en fait récupérer les paquets, les composants, ou bien ça peut être un installeur complètement hors ligne pour les systèmes qui n'auraient pas un accès à l'Internet. Donc ça comprend des fonctionnalités pour faire des mises à jour automatisées des paquets, hein. Donc quand vous démarrez le gestionnaire de paquets, vous avez la possibilité d'aller regarder s'il y a des mises à jour disponibles pour chacun des composants. C'est très 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 personnalisable, hein, au niveau du UI, de ce qu'on peut, des différentes étapes qu'on va pouvoir accomplir lors de l'installation. Vous pouvez évidemment personnaliser ça avec vos couleurs, vos logos, créer des pages custom. Est-ce qu'il y a une question? Non, je continue. Okay. Interrompez-moi s'il y a des questions. Donc, toute cette customisation, c'est basé là encore sur des langages un peu standardisés, hein. Vous avez tous entendu parler de CSS pour le web. Bon, ben, on peut utiliser par exemple des feuilles de style CSS de la même manière pour customiser son installeur. Il y a du scripting, hein, ce qui manque notamment dans NI Package Manager, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser, alors c'est basé sur le langage Qt-Script, qui est, on va dire à peu près la même chose que JavaScript, qui permet vraiment d'avoir une précision sur ce qu'on va vouloir faire lorsqu'on installe un logiciel qui est assez incroyable et qui permet vraiment, voilà, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas en mémoire quelque chose que j'aurais voulu faire et que j'ai pas réussi à faire avec le scripting qui est exposé dans ce framework.
Et évidemment, il y a toute la gestion des dépendances, hein. Donc, on imagine, dans l'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, une application LabVIEW qui est un navigateur de base de données. On va vouloir éventuellement avoir cette application qui dépend du LabVIEW Runtime, qui va dépendre peut-être d'un connecteur MySQL, qui va aussi peut-être installer un serveur de base de données, etc., etc. Différents composants, ça peut être des PPL, des librairies, des fichiers de config. Et tous ces composants individuels, en fait, peuvent être gérés indépendamment, mis à jour indépendamment, et le framework va gérer les dépendances et s'assurer que les composants qu'on a définis comme des dépendances d'un autre composant sont toujours bien installés à la bonne version avant de continuer. On va aller tout de suite sur la doc parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une doc. Donc bon, si vous cherchez sur Google un Qt Installer Framework, vous avez le Qt Installer Framework manual. Et il y a toute la documentation, elle est très, très bien faite. Je vais juste vous présenter rapidement un petit peu les différents workflows, les différents cas d'utilisation d'un installeur de l'outil Qt Installer Framework. Donc on va commencer avec l'installation initiale. Vous avez créé un installeur pour installer votre application LabVIEW ou pas. En fait, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, donc vous démarrez l'installeur. Coucou, bonjour, setup your application. On clique sur continue. Éventuellement, on peut sélectionner où est-ce qu'on va vouloir installer l'application. Ensuite, vous allez avoir une liste de composants que vous voulez installer. Je le précise encore une fois, mais je vais arrêter de le préciser après. Tout ça, c'est personnalisable. Si vous ne voulez pas afficher la liste de composants, si vous ne voulez pas que la personne puisse les sélectionner ou pas, puisse en sélectionner certains et pas d'autres, etc. Tout ça est évidemment personnalisable. Donc, on choisit ce qu'on veut installer, les différents composants de notre application. Les licences, hein, si vous avez des licences à faire accepter, si vous voulez créer un raccourci dans le menu démarrer Windows. Et c'est parti, on clique sur installer, on a une jolie progress bar et c'est parti, on a installé notre application qu'on va pouvoir démarrer. Après, le workflow suivant, ça va être, mettons que vous voulez ajouter des composants logiciels à votre application. Donc, en fait, quand on fait l'installation initiale, ça va installer un package manager, hein, qui par défaut s'appelle maintenance tool, qui va être installé dans le dossier d'installation de votre application et que vous pouvez lancer. C'est un .exe sous Windows. Et quand vous le lancez, vous avez trois options. L'option gestionnaire de paquets, l'option mettre à jour les composants ou bien supprimer tout. Donc, si je vais dans l'option gestionnaire de paquets, on va pouvoir en fait voir tous les paquets qui sont installés ou pas installés et sélectionner ce qu'on veut installer ou désélectionner ce qu'on veut désinstaller. Très simple. On clique sur Update et c'est parti. Voilà. De la même manière, si on veut supprimer des paquets, on s'en va dans le gestionnaire de paquets, on désélectionne ce qu'on veut plus, update, et c'est parti. Et le troisième cas d'utilisation, mettre à jour des composants. Donc, on lance notre package manager, on va sélectionner Update Components, et là, il va aller se connecter au repository qui est en ligne, au repository au serveur, et voir s'il y a des mises à jour disponibles et vous proposer éventuellement d'installer les mises à jour. Vous sélectionnez celle que vous voulez et on clique Update et c'est parti. Donc ça, on va dire, c'est l'interface de votre client, hein. Vous, en tant que développeur, vous déployez votre application. C'est ce à quoi va être confronté un petit peu votre client. Une note encore à propos du Qt Installer Framework, de son prix, de son licensing. Donc, comme je le disais, c'est open source, c'est disponible sous les licences LGPL et GPL. En fait, vous pouvez l'utiliser gratuitement, pour résumer, pour déployer vos applications. Il y a quand même une licence commerciale si vous avez besoin. Mais on va dire que tant que vous ne créez pas d'outils qui sont basés sur le framework et qui l'augmentent et qui sont des outils commerciaux non open source, vous pouvez utiliser le Qt Installer Framework. Il y a des fichiers binaires qui sont disponibles et que vous pouvez utiliser donc pour compiler votre installeur.
S'il n'y a pas de questions, je continue. Donc, une petite table de comparaison hautement vénérée par ChatGPT, mais revue et approuvée par moi-même, hein, rassurez-vous. Je compare ici le Qt Installer Framework, les installeurs MSI hein, qu'on va retrouver notamment dans le projet LabVIEW. Quand vous allez dans les Build Specifications, clic droit, New Installer, c'est un installeur basé sur la technologie MSI de Microsoft. NI Package Manager et InnoSetup qui est aussi très populaire et quand même assez populaire dans l'écosystème LabVIEW. Donc, on voit bien que bon, déjà Qt Installer, c'est le seul qui est cross-platform hein, de tout cela. Il n'est pas propriétaire comparé à MSI et NIPM qui sont propriétaires de Microsoft et NI respectivement. C'est, selon moi, celui qui va proposer le plus haut niveau de personnalisation. Vous pouvez faire de la personnalisation un petit peu aussi quand même avec MSI, très peu encore avec NIPM. Et pour InnoSetup, on va parler de script en Pascal, donc c'est quand même un petit peu has-been au jour d'aujourd'hui, Pascal, sans vouloir vexer personne. Bon, il faut avouer que moi, je ne suis pas du tout un développeur JavaScript, hein, je suis un développeur LabVIEW, c'est le seul langage que je maîtrise correctement. Au jour d'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est incroyable comment c'est capable de nous générer les scripts JavaScript ou QML pour Qt Installer Framework à peu près tout seul. Il fait une erreur la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, mais une fois qu'on lui indique un petit peu où corriger, bon, c'est assez incroyable. Donc, il ne faut pas se priver. Hein, si comme moi, vous avez peut-être la frayeur d'approcher d'autres langages parce que ce sont des langages textuels et que vous ne jurez, encore une fois comme moi, que par la view, ben, aujourd'hui, les temps ont un petit peu changé. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser les outils autour de vous. Le format d'installation, donc ça crée un standalone installeur, hein, donc c'est un installeur, un point .exe, hein, tout simplement, à peu près comme MSI. Vous noterez quand même que quand vous créez un installeur depuis la view, ça crée un setup.exe, mais avec tout un tas de fichiers autour. Donc généralement, quand vous devez filer ça à votre client, il faut le zipper, éventuellement lui expliquer comment faire hein, des IP, nanana, etc. Là, tout est contenu dans un seul fichier exe, ce qui est quand même assez pratique au niveau de Qt. Je vais afficher le chat ici. OK, on continue avec la comparaison. Donc, Qt Installer Framework et NI Package Manager sont tous les deux des gestionnaires de paquets, ce que n'est pas le cas de InnoSetup, hein, par exemple, ou des installeurs MSI. À peu près tout le monde supporte la gestion des dépendances. Le support de scripting est supporté à peu près avec tout le monde, sauf avec NIPM. Je pense que c'est quelque chose je ne sais pas, qu'ils ajouteront un jour, mais pour l'instant, c'est pas évident parce qu'ils ont fait des choix architecturaux qui sont pas forcément les bons dès le départ et aujourd'hui, ils se retrouvent un petit peu bloqués. Support des mises à jour, bon, c'est intégré avec un IPM évidemment. Vous avez tous vu que NIPM était capable de mettre à jour ses paquets, ses logiciels. Pareil avec Qt Installer Framework, c'est un peu moins trivial avec les autres. Vous pouvez choisir dans Qt Installer Framework si une application va être installée pour l'utilisateur ou au niveau du système en entier. C'est pas la même chose avec un IPM. Un IPM, vous avez déjà besoin des droits administrateurs quand vous voulez installer NI Package Manager en tant que tel, qui est le gestionnaire de paquets qui est indispensable pour installer n'importe quel paquet. Donc ça peut être quand même assez problématique. C'est pas le cas avec Qt Installer Framework. Vous pouvez très bien installer ça dans un dossier utilisateur où vous avez toutes les permissions. Donc pas de problème à ce niveau-là. Le rollback support, hein, si au milieu de l'installation, ou aux 3/4 ou aux 99%, vous décidez non, annuler, bon, il est capable de défaire tout ce qu'il a fait. Et on en parlera un petit peu quand vous créez vos scripts d'installation. Vous définissez ce que vous voulez faire à l'installation, mais il est aussi souhaitable de définir ce que vous voulez faire à la désinstallation, et ce n'est pas forcément toujours la même chose. Les paquets sont. Alors, vous pouvez signer vos installeurs, hein, les installeurs Qt, vous pouvez les signer avec CodeSign, les signatures
des outils de signature de Microsoft Windows avec des certificats de code signing. Il y a aussi intégré au niveau du repository une vérification par hash des paquets qui sont téléchargés quand vous utilisez la version online. C'est pas du tout supporté avec NI Package Manager, ces choses-là. Je crois toujours pas que vous puissiez d'ailleurs héberger vos paquets avec NIPM sur un serveur HTTPS. Hein. Donc on est quand même un petit peu à la ramasse sur ces choses-là du côté de NI encore. Et bon, voilà, NIPM s'adresse évidemment à l'écosystème NI, LabVIEW notamment, alors que Qt Installer Framework est utilisé par bien d'autres compagnies logicielles, y compris Qt eux-mêmes qui distribuent leurs solutions logicielles avec leur framework, ce qui paraît quand même logique. Ok. Allez, on va passer sur... Oui. Il y avait une petite question, enfin, ou du moins une demande de précision de Maxime par rapport à la licence et à l'utilisation commerciale de la licence. Il y a un message dans le chat, si tu veux, je te le lis. Je vais y remonter. La licence est tout de même un élément important. Sans licence commerciale Qt, licence GPL oblige à rendre le code en open source aussi. Dans ce cas, non. Alors non, pas le code que tu distribues avec l'installeur framework. Hein. Donc on peut aller télécharger des fichiers binaires du fichier de l'installeur framework qui va permettre de compiler les exécutables. Et le code que tu distribues avec le framework n'a pas du tout à être ouvert. Les outils que tu créerais qui seraient basés sur l'installeur framework, imaginons un nouveau BLT qui s'appuierait sur l'installeur framework, qui serait donc un outil commercial qui utilise le framework comme une partie de sa solution commerciale. Là, c'est différent. Est-ce que tu saisis la nuance? Est-ce que vous saisissez la nuance? Hein? Donc, pas besoin de licence pour distribuer vos logiciels commerciaux, mais besoin d'une licence pour créer un outil commercial basé sur l'installeur. Et c'est une nuance tout à fait primordiale. Ça a l'air OK pour Maxime. Il y a Cyril qui posait une question également. Ah, Cyril, toujours difficile ces questions. Alors. Deux questions. Deux questions. Cyril, oui, si tu fais un... Est-ce que c'est plus haut? Non, c'est après. Si tu fais un système, si tu ne fais qu'utiliser la technologie sans l'augmenter, OK. Deux questions. Par rapport à un Winget, Nugget et autres gestionnaires de paquets dans le monde, qu'est-ce qui t'a fait choisir spécialement la solution Qt VS les autres? Ben, j'ai eu l'impression que Qt était... Alors, en termes de features, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence majeure. Hein. Je dirais que c'est à peu près paritaire au niveau des features. J'ai eu l'impression quand j'ai étudié tout ça que Winget était quand même un peu plus axé pour l'écosystème Windows, Nugget était un peu plus axé pour l'écosystème .NET, et que du coup, Qt, bon, même si c'est basé un peu plus axé sur le langage Qt, mais finalement, il s'ouvrait quand même un petit peu plus au niveau de tous les exemples qu'on peut voir sur leur site, etc. C'est finalement pas tant axé sur un langage ou un autre. Donc, j'ai eu l'impression que ça allait être un peu plus voilà, versatile, un peu plus s'appliquer un petit peu plus à tout et peut-être avoir moins de spécificité que les autres gestionnaires de paquets. Dans l'absolu, est-il possible de faire un project provider pour créer un build spec qui ferait appel à ce framework depuis LabVIEW? Alors, d'après mes discussions préliminaires avec NI, il n'y a pas vraiment rien qui est exposé au niveau de project provider pour les build specs. Et ils sont en train d'étudier la chose pour peut-être me donner un accès et que je puisse faire ça pour eux, à voir. C'est des discussions qu'on a à l'heure actuelle. Évidemment, vous avez peut-être entendu qu'à un moment, ils ont souhaité déprécier les installeurs basés sur la technologie MSI. Parce que c'est une technologie qui est dépréciée par Microsoft. Et pour eux, c'est toute une partie de code dans la view à maintenir qui rend la tâche bien plus compliquée. Et ils se traînent une grosse portion de code juste pour ça et ça les embête profondément.
Donc c'est pour ça qu'ils veulent le virer. Sauf qu'évidemment, nous, on a, au niveau des champions et autres, on a hurlé dans les brancards en leur disant, bah, si votre solution de remplacement c'est un IPM, non, ça va pas. On n'est pas du tout, on n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités. Et il y a plein de fonctionnalités qu'on a dans les installeurs des build specs qu'on n'a pas dans un IPM, donc hors de question. Donc moi, je leur ai proposé de leur faire quelque chose de feature parity entre ce qu'ils ont présentement dans l'installeur MSI, mais en utilisant Qt. Et pour ça, je leur ai dit, il va falloir m'ouvrir une porte au niveau des build specs. Et donc, c'est pour ça qu'à ma connaissance, d'après ce qu'ils m'ont dit, mais ils n'étaient pas certains à 100% dans les discussions préliminaires que j'ai eues, ils n'étaient pas certains à 100% en effet, mais ils pensent que c'est pas exposé par Project Provider. Donc, voilà les infos que j'ai à ce niveau-là. C'est lui qui va aller chercher, c'est ça? Alors, donc moi, j'ai créé un petit outil, par exemple, ici. Ouais. Package Release Tool, vous voyez, qui est basé donc, sur cette technologie. Et ici, j'ai la possibilité, j'ai une application en fait, une application LabVIEW, bon, qui est un MySQL DB Browser. On va pouvoir voir le code, comme son nom l'indique, qui permet d'aller naviguer dans des bases de données MySQL. Et tout ça, c'est les composants un petit peu de ma solution. Je vais aller sur une autre branche. Vous voyez ici, j'ai des branches. J'ai choisi de créer différentes branches parce que dans la vraie vie, quand vous faites un logiciel, vous voulez d'abord le déployer à des testeurs, à des bêta-testeurs éventuellement, à des développeurs, etc., avant de le déployer à vos utilisateurs finaux qui sont vos clients. C'est pour ça que je crée différentes branches. Je commence toujours avec la branche développement, en fait, qui est la branche dans laquelle on développe les fonctionnalités de logiciels et qui permet en fait de tester non pas seulement le logiciel que je développe, mais de tester tout mon processus d'installation et de déploiement, puisque je vais pouvoir donc installer mon logiciel avec l'installeur que je vais avoir conçu, généré avec Qt Installer Framework, mais dans une branche spécifique qui n'est pas accessible par le client. Staging, je vais utiliser ça pour tout ce qui est finalement on va dire test un peu final avant le déploiement au public. La branche publique, c'est la branche publique, c'est celle qui est accessible aux clients. La branche bêta, ça va être pour quelques clients privilégiés qui voudraient avoir accès ou qui pourraient avoir accès à des features bêta. Et puis la branche testing, on va dire, c'est celle un petit peu qui me permet de tout casser s'il faut, sans que ça dérange trop personne, y compris d'autres développeurs qui travailleraient sur le projet. Donc vous avez vu d'ailleurs que quand je suis passé de la branche staging, donc j'étais sur la branche testing où je vais retrouver des composants comme password prompt, NI visa runtime. Bon, si je vais sur la branche développement, ces composants n'existent pas, ils n'ont pas été publiés sur la branche développement. Donc, j'ai une application MySQL DB Browser, j'ai des bases de données que je vais pouvoir publier aussi. J'ai des composants que j'ai classés dans une catégorie MySQL composants, donc en fait qui vont me permettre d'installer sur l'ordinateur un serveur MySQL, un connecteur ODBC. J'ai besoin pour rouler mon application LabVIEW du runtime. Ici, j'ai choisi le runtime 2019 64 bits que je vais installer à travers NI Package Manager. Donc, j'ai besoin de NI Package Manager pour installer le runtime. Et puis, un shortcut pour le maintenance tool. Je vous rappelle, c'est le gestionnaire de paquets qui est installé par Qt. Donc, en fait, si je regarde, mon release tool, et le code, c'est pas comme ça qu'on va y aller, excusez-moi, je vais ouvrir un nouveau projet, mais juste pour vous montrer que c'était peut-être ah oui, je vais les retrouver là en 64 bits. 64 bits.
Voilà, je vais aller chercher les librairies QTIFW. Moi, je suis un fanat de PPL, donc je construis tout en PPL. Voilà. Donc cet outil, en fait, il est basé sur des librairies que j'ai développées qui me permettent en fait de configurer un package. Je vais retrouver tout un tas de propriétés ici qui me permettent de définir un paquet, qui sont en fait les mêmes propriétés qu'on va retrouver dans la doc et package directory. Et vous voyez, ici, on a tous les attributs en fait qui permettent de définir un paquet, hein, son nom, sa description, sa version, ses dépendances, bon, ses licences, les scripts, est-ce qu'il est essentiel, est-ce qu'il remplace un autre paquet, bon bref, plein de choses. Donc moi, c'est un objet LabVIEW hein, qui a tout un tas de propriétés et certaines méthodes. De la même manière, je vais pouvoir définir un installeur configuration ici. Voilà, c'est un objet aussi avec tout un tas de propriétés qui sont les mêmes, là encore, que ce qu'on va retrouver dans la doc au niveau du configuration file. Voilà, toutes ces propriétés qui nous permettent de définir un installeur, son titre, le logo, le watermark, bon, tout un tas de choses. Donc tout ça, ce sont des librairies LabVIEW. J'ai aussi des UI hein, qu'on retrouve ici quand je vais dans Edit Installer. En fait, ça, c'est des UI réutilisables qui me permettent de configurer mon installeur ici et mon package ici. Et puis dans les build tools, je vais retrouver en fait les build tools qui me permettent, donc j'ai mon binary creator qui va me permettre de générer l'installeur online ou offline. J'ai le repo.gen qui va me permettre de générer le repo, donc tous les fichiers qu'on va vouloir mettre sur un serveur en ligne, hors ligne, etc., etc. Il faut que j'accélère, dis donc, 37. Donc au niveau du UI, je vous montre un petit peu justement hein, donc la configuration de l'installeur. J'ai un tab vraiment général qui permet de définir les aspects vraiment haut niveau. Ici, je vais définir tous les paquets et vous voyez que j'ai une structure hiérarchique qui me permet de définir une certaine hiérarchie dans mes composants. Le style, hein, les icônes, les logos, les bannières, les machins, éventuellement des fichiers images qui permettent, qui seront dérouler pendant que l'installation, au lieu d'avoir une progress bar, vous pouvez aussi avoir des images produits qui apparaissent, bon, des choses à faire après l'installation. Les repos, moi dans mon cas, j'aime bien y aller en HTTPS. Ici pour la démo, c'est juste du HTTP. Là, ça m'a évité de m'embêter avec les certificats. Un repo avec Qt, ça peut être un dossier local sur votre ordinateur, ça peut être un network share sur un réseau, ça peut être un serveur FTP, ça peut être un serveur HTTP. Tout ça est pris en charge nativement avec également une authentification qui va être authentification basique, HTTP basique. Et des choses un peu plus avancées où on va permettre de spécifier un script qui va nous permettre de modifier un petit peu le comportement par défaut de l'installeur et autres, ajouter des fichiers de traduction, bon bref. Si on regarde par exemple la configuration d'un composant logiciel, donc ici j'ai choisi le MySQLDB Browser qui est l'application LabVIEW en soi, hein, qui a une description, un ID, une version, une date de release, des fichiers sources. Donc ici, j'ai mon fichier alias, mon fichier exe, mon fichier ini. Bon, en fait, ce qu'on retrouve quand vous compilez un exe LabVIEW. Les dépendances, hein. Ici, j'ai défini qu'il fallait, avant de pouvoir installer cette application, qu'il fallait avoir installé le serveur MySQL et le runtime version 19 à minima. Des fichiers licences, bon, j'ai bien fichier licence, etc., etc. Mettre des scripts là encore, définir si il faut demander l'élévation des permissions pour installer ce composant ou pas, bon, etc. Donc, je vais démarrer une VM Windows.
tu peux prendre ton temps, Mathias. Il y a possiblement un des Antoine qui ne présentera pas, donc on aura un peu plus de temps. Chouette. Non, je plaisante. D'accord, merci pour l'info. J'ai démarré une machine Windows 11, toute fraîche. Je m'y connecte en remote desktop à l'instant. En fait, au préalable, j'ai déjà généré l'installeur. Je pourrais le refaire. Vous allez voir que c'est pas très très long. Installeur online. Il existe déjà. Il existe déjà, mais je vais pouvoir le remplacer. Il va se mettre ici. Voilà. Bon, je l'ai déjà généré. Version en ligne, il fait 21 mégas. Bon, on va générer le offline pour voir. Pour le fun. Offline, évidemment, c'est un petit peu plus long à générer vu qu'il va inclure tous les runtime, etc., dedans. Vous voyez que en ligne, j'ai été capable de mettre une icône personnalisée. Ça va quand même assez vite. Hein. Vous voyez, mon installeur offline est généré. Il fait 420 MB, 408. Il est signé avec un certificat de StudioBuds. Et j'accède à ma VM. Presque. OK. Je vais aller faire un petit CTRL-C de mon installeur online. Je retourne ici. Et CTRL-V sur le bureau. Et c'est parti. Vous allez voir, j'utilise un moniteur avec un haut DPI. Donc, le rendu, il y a un petit bug dans cette version du framework que j'utilise. Ils l'ont évidemment résolu il y a bien longtemps, mais je n'ai pas mis à jour ma démo. Bon, bref. Donc, ça se peut que ça soit un petit peu petit au niveau du centre. Éventuellement, je zoomerai pour vous montrer. Donc, ça, c'est mon installeur que j'ai généré sur la branche développement. Sur la branche développement, je lui donne la possibilité de choisir les repos auxquels je veux être connecté. Ici, on voit que je retrouve tous mes repos, testing, public, bêta, development, staging, hein, qui sont les branches en fait que j'ai ici. Et dans la config de mon installeur, je les ai tous définis ici dans repo. Et puis, j'ai dit que le repository settings page était visible, donc l'utilisateur peut y aller. Dans ma branche publique, par exemple, comme vous vous en doutez, je ne l'ai même pas configuré. Bon, enfin, dans ma branche publique, ça, c'est pas coché. Hein. L'utilisateur, il ne peut pas aller changer de repo, évidemment. On ne veut pas qu'il aille commencer à jouer ailleurs que ce à quoi il a le droit. Donc, je retourne sur ma VM. Donc, moi, je suis connecté sur la branche dev. La petite progress bar que vous avez vue, là, était en fait se connecter au repository en ligne pour voilà, chercher les infos sur ce qu'il y a. Donc, moi, j'avais défini dans mon script d'installation que ça allait s'installer dans StudioBuds GDevCon 5 démo. Désolé, j'aurais pu renommer ça Luge, mais bon, on manque tous de temps. Voilà, ici par défaut, je lui avais dit bon, de tout sélectionner, mais ce qui est intéressant à voir par exemple, c'est que vous voyez que si je sélectionne juste le runtime, eh ben, il va me sélectionner pour l'installation avec cette petite icône que vous voyez ici. Il va me sélectionner pour l'installation NI Package Manager et donc tous les composants parents. Bon, en fait, ça, c'est des composants, hein, Runtime et National Instruments. Bon, c'est des composants, on va dire, des placeholders, quoi. Ils servent à rien, juste à créer une catégorie, mais bon, ils seront quand même installés, mais il n'y a rien dedans. Donc, il est capable vraiment de gérer les dépendances à partir du moment où je sélectionne un composant, il est capable d'aller voir tout seul ce qu'il faut. Donc, si je sélectionne le MySQL DB Browser, vous aviez vu qu'il était dépendant du runtime et de MySQL Server, mais le runtime est lui-même dépendant de NI Package Manager et le MySQL Server est lui-même dépendant du ODBC connecteur et de tout le reste.
Si vous vous souvenez, il y avait aussi dans MySQL Component un autre composant qui s'appelait MySQL Installer, qui, dans ma config, j'avais choisi de cacher, donc il n'est même pas visible ici, mais il sera installé. Donc on y va comme ça. Voilà, j'avais fait une petite licence pour vous montrer. S'il y en a plusieurs, on va pouvoir toutes les voir. Le menu démarrer où aller créer mon raccourci. Voilà, ça va me dire l'espace que ça prend. Tout ça, c'est le framework qui calcule tout ça tout seul. Et c'est parti. Il download. Alors, on est en local, ça va quand même assez vite. Enfin, on est sur le même réseau local. Ah, vous voyez, ici, j'installe un iPackage Manager, donc forcément, il me faut les permissions. Donc, il me le demande. Et comme j'ai signé mon installeur, j'ai un beau... Voilà, ces couleurs flashy orange, c'est pour vous montrer en fait que on peut personnaliser tout ça. Si je retourne sur ma machine de dev, dans ma branche développement, j'ai un fichier style.qss qui est en fait du CSS. Voilà. Et on peut définir un petit peu l'aspect des boutons, etc., des progress bars, bon, de la même manière qu'on le ferait sur un site web. Tout ça est très bien documenté sur le site du framework. Voilà, donc là, programmatiquement, sans que j'ai rien à faire, il est en train de... alors, il a déjà installé un iPackage Manager, il est maintenant en train d'installer le runtime LabVIEW. Je vous montrerai un petit peu après au niveau des scripts comment ça se passe. Mais en fait, pendant que ça installe, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, si je vais voir ma config du runtime, bon, j'ai un dossier source ici, installer data, source, LabVIEW runtime, qui est en fait tous les paquets qu'on va retrouver quand vous téléchargez la version, le offline installeur du LabVIEW runtime. Vous allez dedans, vous avez un dossier product cache, puis vous allez retrouver tous ces NI packages. Et après, j'ai un script ici, nilverte.js. Et si on regarde ce script, je vais lui dire d'aller... donc ça, c'est un override de l'opération qui s'exécute quand on processe l'archive qui est téléchargée, le fichier qui est téléchargé. Tu vas aller m'extraire tout ça dans Programme Data NI Installer. Ensuite, tu vas aller m'exécuter avec des permissions élevées nipackage.exe, donc l'outil CLI de NI Package Manager. Tu vas me créer un feed qui contient, à partir de ce dossier-là qui est celui que je vous ai montré précédemment, que j'ai récupéré depuis l'installeur offline de NI. Ensuite, tu vas aller me faire un feed add, donc un iPackager feed add. Je lui donne un nom et je lui donne le chemin de là où j'ai créé mon feed. À l'inverse, si tu désinstalles ce composant, undo execute, tu vas aller me faire un feed remove, comme ça je laisse la machine propre. Ensuite, pareil, élévation avec permission élevée, feed update. Je vais aller dire à NI Package Manager, OK, tu as un nouveau feed, mets-toi à jour. Et ensuite, je vais encore dire à niPackageManager.exe, installe le nom du composant tel qu'il est défini dans les packages. Voilà, avec des flags qui permettent de ne pas avoir de boîte de dialogue et ces choses-là, d'accepter des licences, nanana. Et de la même manière, quand je vais le désinstaller, je vais aller lui dire de faire un remove NI LabVIEW Runtime Engine, pas rebooter, Donc voici un petit peu comment se construit un script pour installer le LabVIEW Runtime depuis Qt Installer Framework. On va retourner sur la machine. Voilà. Installation finished. Parfait. Il a créé un raccourci sur le bureau pour mon application. Je la lance.
On va vérifier que ça marche. Je vais aller me connecter localhost, route, mon mot de passe, attendez, je l'avais noté, ABC123. Je me connecte, pas d'erreur. Ça veut dire que l'installeur a bien fait son travail. Il a installé le serveur MySQL. J'ai des bases de données. Si je vais voir mon dossier d'installation, vous voyez que j'ai un maintenance tool qui a été installé ici, qui n'est autre que le package manager qui a été installé automatiquement lorsque j'ai installé mon application. On retrouve ce que je vous ai montré au début. Et si je vais dans Add Remove, par exemple, je vais ajouter une base de données, Sakila, base de données que j'ai téléchargée en ligne. Date, il télécharge, il installe. Et si je refais un Show Databases, oh, magie, ma base de données a été installée. Comment on va installer une base de données? Assez simple. On va aller dans les scripts. Ma base de données Sakila. Je définis des variables, donc le dossier bin de mon serveur MySQL, la base de données Sakila.SQL, un fichier .bat, bon bref. Donc je vais extraire ça dans Programme Data Database. Et quand je veux installer, je vais faire en gros mysql.exe, username root, password ABC123. Et je vais lui faire un dump, un import de mon fichier database SQL, qui est en fait le fichier qui est inclus avec paquet dans les sources. Voilà, j'ai un fichier sakila.sql. Pour une raison que je ne me rappelle plus trop, je n'avais pas réussi à faire le uninstall directement depuis que je suis T. Du coup, je lui fais dans le undo execute, je lui fais exécuter un fichier bat. Et dans mon fichier bat, je vais faire un drop. Voilà, mysql.exe, username, password, drop database, Sakila. Donc c'est comme ça que je vais installer ou désinstaller une base de données sur mon système. Add remove, je vais la désinstaller. Tac, on refait. Elle n'y est plus. Voilà. Ce que je vais faire maintenant pour terminer la démo, je vais aller publier un nouveau composant, composant logiciel. C'est ça. Vous voyez que lui, il est en rouge là depuis tout à l'heure. C'est parce qu'il existe dans ma config, mais il n'a pas été releasé. Il n'y a pas de release qui a été faite. Donc, je vais tout simplement aller le pusher. Donc, il a été, je l'ai défini de la même manière que la base de données Sakila. Il a un fichier drop bat, le fichier SQL qui permet de l'importer. Il a une dépendance sur le serveur MySQL et il a le script que je vous ai montré qui va permettre de faire l'install. Là, push, version 1.0.0.0, initial release, parfait, on push. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il va appeler les fichiers binaires de l'installeur framework que j'ai téléchargé sur le site de Qt pour aller en fait compiler une archive et générer un repo. Le repo, ça ressemble à ça. C'est un fichier XML qui définit tous mes composants. Et en fait, c'est vraiment le fichier XML que va aller chercher l'installeur au début quand il se connecte au repo en ligne, au serveur. Il va aller chercher ça et il a un petit peu tout ce qu'il lui faut pour savoir ce qu'il y a sur le repo, les versions, etc., s'il y a des mises à jour ou pas. Et après, pour chaque composant, je vais retrouver une archive 7-zip avec mes sources et après un fichier qui définit le hash et un autre fichier avec les métadatas, notamment le script et d'autres métadatas du composant. Et en fait, mon outil ici que j'ai créé, moi j'ai ajouté un upload vers un serveur web
qui, bon, ici pour la démo, est en local, mais j'ai un serveur web qui est d'ailleurs construit avec des services, LabVIEW Web Service, et je vais aller uploader ça sur mon serveur web, de sorte que c'est disponible à l'adresse qui est définie ici, http. Voilà, ici, repository, développement. Donc, si je vais voir ça dans un navigateur web et que je fais un updates.xml, j'ai mis une authentification sur mon repo, user, je m'en souviens plus. Je dois avoir ça dans un fichier de config. Dans lui. Je sais où je vais avoir ça. Je vais avoir ça dans le fichier de config de mon. Je vais avoir ça dans le fichier de config de mon composant, j'imagine, de mon installeur. Hop là. Ça, c'est du JSON. Hein. Package, repo, user pass, super. User pass. Voilà, et c'est le fichier XML que je vous ai montré avant, qui a été donc généré par le Qt Installer Framework et que moi j'ai uploadé sur un serveur web et qui permet que maintenant, depuis ma machine, quand je vais restarter mon maintenance tool, que je fais add remove. Alors, il faut que je le quitte pour qu'il aille refaire un fetch. Tac, vous voyez, j'ai ma nouvelle database world qui est apparue, que je peux installer. Non, petite erreur. Bon, et ben c'est là que ça veut dire que c'est le temps d'arrêter la démo. Comme chez les clients quand ça plante. Voilà. Il faut que j'y aille. Voilà, il faut que j'y aille, vous avez tout compris. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà, j'ai dépassé pour le temps. J'espère que voilà, vous m'auriez arrêté si ça avait posé problème de toute façon. Ah, attendez, j'ai une slide de fin. Merci. Vous sentez. Voilà. Merci Mathias. Il y avait juste une petite question dans le chat. Il y a à savoir si l'utilitaire que tu as développé, du coup, il est soumis à la nécessité d'une licence commerciale chez Qt, vu que c'est une fonctionnalité d'installation qui vient par-dessus le Qt Framework. Alors, moi, je n'ai pas de licence commerciale Qt pour le moment, pour les raisons que j'utilise, donc je ne modifie pas le Qt Installer Framework, j'utilise vraiment les fichiers binaires. À un moment, j'avais dû faire des modifications en mode développement quand j'investiguais l'outil, mais à cause de certains problèmes qu'il y avait au niveau de la signature. Mais bon, bref, ils ont résolu ça, donc je peux utiliser leur fichier binaire. Et donc, je n'ai pas d'outil commercial pour l'instant qui est fait là-dessus. Je l'utilise en effet pour un client et j'ai peut-être une mise en conformité à faire à ce niveau-là. Mais voilà, c'est en cours et c'est des choses qui sont assez compliquées à analyser les licences. Il y a tout un tas de petites exceptions qui font que c'est pas toujours très clair si on en a besoin ou pas. Donc, il faudrait que j'engage des frais d'avocat pour vérifier. Pour l'instant, statu quo. Peut-être pas nécessaire. Et dans le cas où ça serait utilisé par Eni pour l'intégrer à LabVIEW et construire des installeurs Qt directement depuis LabVIEW, là c'est pareil, du coup ça serait soumis à licence ou pas? Ben, là aussi, c'est à vérifier. D'après les discussions préliminaires En fait, de ce qu'on comprend, si tu crées un outil... En fait, par exemple, imaginons que ce qui est dans la view, ça appelle un exécutable
Donc la Vue est un outil commercial, mais si ça vient appeler un exécutable qui est un produit, on va dire, standalone, qu'on met open source, il est vraisemblable qu'on n'ait pas besoin d'avoir de licence commerciale. Donc là encore, c'est des considérations un peu complexes de droit. Mais étant donné qu'il y a comme un produit proxy qui vient entre les deux, qui lui serait open sourcé par National Instruments, voilà. Et ça respecterait a priori les clauses de leur licence. Uniquement la partie intermédiaire, du coup. Ça, Voilà, uniquement la partie intermédiaire. Maxime, tu veux la même aussi. Ok, et il y a une main levée apparemment. Maxime. Ouais, bah c'est moi, je voulais rebondir aussi. Déjà, merci Mathias pour la présentation et qui vient complémenter la mienne et on n'est pas le même niveau, c'est pas le même niveau d'outils. Mais vis-à-vis effectivement des licences Qt, quand on utilise le framework Qt, qu'on développe des applications dessus, on a deux cas de figure. Soit on l'utilise gratuitement, mais notre code doit être open source. Soit on paye et notre code peut devenir source fermée. Donc ça, c'est aussi l'accord de licence qu'on passe avec Qt et qui est un accord qui doit dépendre de la tête du client. Voilà. Surtout le prix qui doit dépendre de la tête du client. Donc effectivement, on pourrait imaginer que si Eni était amené à intégrer ça dans la Vue, que Eni aurait à payer la licence de développement pour rendre l'outil closed source. Et après, ils ont plutôt un modèle qui est comme la Vue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de royalties au déploiement. Donc c'est le développement qui soit rend le code open source, soit on paye, on ferme les sources, mais on paye pas au déploiement. J'imagine que sur leur framework installer, ils ont à peu près la même politique. Alors justement, c'est un petit peu particulier au niveau du framework puisqu'il ne s'agit pas de développer du source dans leur langage. C'est vraiment un outil et on ne fait qu'utiliser des fichiers binaires qui ont été compilés par eux. Et on ne vient pas augmenter ni modifier leur outil. On vient l'utiliser dans un autre outil commercial. Donc c'est là que ça rend un petit peu l'approche un peu plus floue. Oui, non, mais je comprends bien. Mais c'est un point important, voilà. Sachant que la licence, si on était amené à devoir payer une licence Qt, on dit que la licence Eni est chère, la licence Qt n'est pas forcément moins chère que la Vue. Oui, non, c'est ça que j'avais vu moi aussi, à peu près environ $5,000 une licence développeur Qt. Ouais. En tout cas, merci pour la présentation. Ça fait plaisir.